Alright, bienvenue tout le monde au podcast sur la route de la précision. Aujourd'hui, moi c'est moi Yannick et je reçois Paul Barrette, armurier de chez Red Knob Custom. Salut Paul. Bonjour, ça va bien tout le monde? On n'aura pas de réponse, Ouais, mais on espère que... Je pense que c'est comme ça que les pros du podcast, ils font. Ils essayent d'entretenir une relation avec l'auditoire. Ouais, faut qu'on jase avec. Ils sont assez avec nous autres. Fait que c'est pour information, parce que, je le disais dans le dernier qu'on a enregistré, on les sort pas nécessairement dans l'ordre qu'on les a enregistrés. Donc, pour nous, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre. Ne sachant pas si le premier, on va le sortir à cause des problèmes de micro qu'on a eu. Mais c'est la première fois avec notre nouvel équipement. Jusqu'à là, ça sonne super bien. Donc, peut-être le premier, ça sera probablement pas le premier podcast parce qu'on va aller dans des sujets un peu plus poussés, ayant la chance d'avoir un armurier avec nous. Mais je sais pas à quel moment vous allez pouvoir l'écouter. Fait que ça se peut que ça soit moins structuré que d'habitude ou avec des présentations un peu différentes. Si vous êtes habitué, par exemple, à avoir des numéros d'épisodes ou des choses comme ça, chose qui serait quand même une bonne chose à mieux organiser de notre côté. Mais bon. Donc, nous, on enregistre le podcast parce qu'on est de retour d'une fin de semaine à Borden où est-ce qu'on a donné une clinique, là, un cours sur le PRS à des tireurs. Un mix de tireurs. C'était niveau débutant intermédiaire. De bas à médium, je te dirais. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans, tu sais, que c'était des habitués, plus de la 22 LR, plus du Rimfire, mais qui ont certaines difficultés à s'adapter, je pense, avec la réalité du Centerfire. Et il y en avait d'autres que c'était définitivement des relativement nouveaux tireurs dans le PRS, pas des nouveaux tireurs en général, c'est des gens qui avaient un minimum d'expérience de tir, mais le PRS, c'est une game à part. Ouais, la plupart du temps, quand tu parles à du monde comme ça, tu leur demandes s'ils ont tiré loin, ils ont tiré prone, ils ont tiré couché. Ils ont aucune connaissance de c'est quoi tirer à longue distance sur des obstacles, puis dans des situations de field comme on a dans les matchs de PRS. Effectivement. Mais tu sais, c'est quand même une expérience de tir. T'sais, on n'a pas besoin de leur apprendre à mettre un mag, il y a beaucoup de choses. T'sais, le langage est là. Quand on parle de vent, il y a une base qui est là. Fait que, j'ai trouvé que le niveau était vraiment extraordinaire pour faire de l'apprentissage. On n'était pas à apprendre aux gars comment zéroter leur gun puis comment ajuster une tourelle. Là. On leur expliquait pas c'était quoi un Mills, 2 Mills, puis c'est quoi des MOA, puis c'est quoi cette différence-là. On était vraiment plus dans du tir actif puis du positionnel. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'on n'était pas en train d'enseigner à quelqu'un qui a aucune connaissance, puis il faut partir à zéro de comment tu zérotes ta tourelle, toutes ces choses-là. Puis j'en ai fait des cours de ça, puis c'est pas... ça fait des longues journées. Là, on était vraiment à un niveau, je pense que ça se dit bien, là, débutant de PRS à intermédiaire, mais des gars qui connaissaient leurs armes, ils connaissaient le langage. Fait on revient de ces cours-là. Super, moi j'ai vraiment adoré. Le samedi, ça a été un 100% cours. Le dimanche, ça a été un mixte match et comme continuité de cours pour les tireurs. Parce que on a tiré, les deux instructeurs ont tiré avec notre squad, c'était le groupe au complet à qui on a enseigné. Fait qu'on a comme continué puis moi j'ai adoré. Le premier stage de la clinique, un peu comme la dernière fois qu'on avait fait en Rimfire avec dans l'est de l'Ontario. Le premier stage, t'es laissé à toi-même. On t'a rien enseigné, on t'a rien montré, on veut juste voir comment tu tires, comment tu te débrouilles à la base. Fait qu'on avait fait tirer la PRS Barricade, standard, avec un target standard, 3 ou 4 changements de position, là, quelque chose de base. Puis on les a observés, puis c'était pas tout fluide, hein. C'était pas tout fluide. Puis, le dimanche, on a tiré une PRS Barricade plus complexe qui est le modèle actuel. Fait qu'avec 2 targets, pas de la même grosseur, 5 positions plutôt que 4.
Puis je veux dire, la différence, elle était hallucinante. Ouais. Les gars étaient hyper autonomes. Tu sais, j'adorais là, le premier. J'ai dit, ah, t'as vraiment bien construit tes positions. Puis finalement, tout le squad après lui, ils ont tous bien construit leur position. Ils ont fait des belles transitions, tu sais, sécuritaires et fluides. Ils se mettaient sur le target, ils le trouvaient assez rapidement. Tu sais, il y en a pas vraiment qui ont timé out. S'ils ont timé out, c'est sa dernière position. Ben, c'était quand même 90 secondes. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns qui ont timé out, mais tout sur sa dernière transition. Fait que c'est pas. T'as vu que entre hier et aujourd'hui, le fait d'avoir été immersé pendant toute une journée dans le tir, puis de Ouais, tirer, puis de te faire dire qu'est-ce que tu fais de pas correct ou qu'est-ce que tu peux ouais, améliorer, ça a un effet. Parce ouais. que en 2 Il a vu jours, la. on a vu une amélioration. Ben oui, tu sais, mettons il y en avait qui avaient jamais vraiment tiré du PRS. Puis à la fin, justement, du match de dimanche, tu pourrais pas dire. Je veux dire, il agissait de la même manière que quelqu'un qui était à son 6, 7, 8e match de Ouais. PRS. Puis pourtant, c'était sa première vraie fois. Mais bon, c'est ça. Une clinique, c'est sûr qu'on monte les bases. C'est sûr que il y a toutes ces choses-là. Mais j'ai trouvé le groupe a appris vite. Je pense que le modèle marchait bien sur, on donne de l'enseignement, on donne un petit volet théorique, on fait une démonstration, puis après ça, let's go, fais-le, on le coach sur le temps. Puis je pense que cette dynamique-là ou ce modèle d'enseignement-là, très axé pratique, le monde, en tout cas, j'ai hâte de voir le feedback. Tu sais, là, on leur a demandé, mais c'est plus gênant quand c'est ton instructeur qui te demande as-tu trouvé que ça valait la peine? Fait que je pense que Minos va le faire plus par courriel, comme avoir une vraie rétroaction. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir quand on sera pas devant eux. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment heureux de ce que j'ai vu puis de l'amélioration. J'ai l'impression que ça a servi à quelque chose. Ouais. J'espère qu'ils ont la même. Oui, puis tu sais jamais quand tu t'en vas, surtout que c'était la première fois qu'on donnait ce cours-là. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu peux bien donner un cours, puis ça se peut que le lendemain au match, tu te rends compte qu'il y a personne qui a rien appris. Là. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Là, au moins, c'est valorisant de voir que les leçons qui ont été données, ils ont passé. Plus, effectivement, plus, tu sais, le range est relativement nouveau. Fait que, tu sais, les tireurs sont relativement nouveaux. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs à l'intérieur de la clinique, tu sais, qui étaient pas stressantes, mais, tu sais, on regardera qu'est-ce que ça dit Ouais, quand il y on avait sera comme un rendu là. point d'interrogation à la fin de ça, voir où ce que c'était pour mener, puis comment que c'était pour aller. Exact. Puis Mais, ça a été très positif. ouais, en tout cas, pour nous comme instructeurs, je pense que, en tout cas, tu sais, je sors de là avec une certaine fierté puis un certain accomplissement on a réussi, je pense, à passer à le message qu'on voulait, l'enseignement qu'on voulait. Il y a des choses à améliorer. Tu sais, versus l'année passée, c'était mieux. Versus la prochaine, c'est moins bien, c'est sûr. Fait que, tu sais, on a de l'apprentissage. Tu sais, le zérotage le matin, tu sais, il y a peut-être un peu trop de temps mort, même si c'était pas si mal. Tu sais, là, la prochaine fois, on veut diviser tu sais, en plusieurs plus petits groupes encore, même si j'ai pas trouvé que le groupe était grand. J'ai trouvé que c'était un bon équilibre, mais d'avoir moins de temps mort entre les tirs puis entre l'enseignement, tu sais, je pense que C'est peut-être le seul aspect négatif que j'ai vu, c'est qu'on n'a pas été en moyen de leur faire tirer une centaine, 100, 125 balles chaque. ouais, Mais d'un autre côté, il y a des situations, parce que j'ai enseigné le tir depuis longtemps, où que un élève a une limite à ce qu'il va être capable d'apprendre dans une journée, puis des fois, d'y en faire tirer 150, s'il est juste capable d'assimiler, en tirer 70, ben il va avoir gaspillé son après-midi parce qu'il ouais. a rien appris. Ouais, ben tu sais, c'est un peu l'expression, tu sais, overwhelming. Ouais. C'est que tu sais, ton cerveau, il a une capacité, veut pas, d'absorber de l'information. Fait que tu sais, une journée complète au soleil, là, nous, on avait eu de la pluie, on a eu pas mal de température, mais tu sais, une journée complète dehors, à te faire bourrer le crâne, à aller tirer, à rebourrer le crâne sur du feedback, à retourner tirer. Tu sais, à un moment donné, je sais pas jusqu'où on peut se rendre sur la quantité. Effectivement, on n'a pas tiré beaucoup, mais les stages que j'avais montés étaient faits pour que chaque balle compte, puis chaque Ouais. balle te donne un apprentissage. Fait que, il y a plusieurs stages que c'était juste 4 tirs. Là.
Fait que c'est sûr que tu te rends pas à 100 balles à la fin de la journée si ton exercice, tu as juste 4 tirs, parce que je me souviens plus c'était quoi, je pense que c'était les transitions. Fait que tu prends une shot ou c'était la rétroaction. Après ça, il y en a d'autres, on tapait les tourelles pour faire d'autres exercices, trouve tes splashs. Mais ça prend pas. Ben, je veux dire, il y en a Non. qui ont pris plus de shots, mais tu sais, si tu comprends le principe et tu l'appliques rapidement, en trois balles, c'était le mieux qu'ils pouvaient faire, mais il y en a qui l'ont réussi en 3 balles, tu sais. Fait que tu ne sais pas nécessairement beaucoup, mais je pense que l'apprentissage est là. Puis à la limite, ben, tu as des exercices aussi de comment tu peux le pratiquer facilement chez vous, tout seul ou avec un partner en sortant, si tu veux continuer à le pousser. Mais c'était ça coche. Ben ça, c'est une chose qu'il y a beaucoup de monde qui vont suivre des leçons de tir ou des cours de n'importe quoi, qui se rendent pas compte, c'est qu'une grosse partie de ce que tu vas chercher quand tu prends un cours, c'est comment que tu vas pouvoir pratiquer une fois que faut pas que tu oublies que tu fasses juste ce que tu as appris dans la situation de cours. Tu t'en vas rencontrer du monde qui ont de l'expérience pour qu'ils te montrent ton cheminement que tu as à suivre. Ouais. Où est-ce que t'es rendu? C'est ça. Puis tu sais, on en avait un qui était plus expérimenté, tu sais, je pense à, je sais pas si on va pas nommer de nom, mais on avait un qui était beaucoup plus expérimenté, puis tu sais, quand je l'avais vu, j'étais comme, oh, ok, tu sais, ça va être autre chose. Il a quand même appris, puis à un moment donné, tu sais, il était quand même venu nous voir, c'était aujourd'hui, là, aux journées de match, pour dire, tu sais, vous m'avez appris plein de choses, etc. Tu sais, vous voyez où mon niveau, c'est quoi que j'ai besoin de faire comme prochaine étape. Tu sais, j'ai dit, tes positions sont parfaites, tes transitions sont parfaites, mais ton problème, c'est que tu sais où est-ce que t'es en ce moment, c'est que t'es pas capable de faire tes corrections comme du monde. Fait que tu prends une shot, tu manques à droite, ta shot d'après, tu manques à droite un peu moins, mais t'as pas assez corrigé. Fait que tu sais, t'as mal mesuré, fait que tu sais, ça, faut que tu le pratiques. Tape tes tourelles, tourne-les, tu demandes à quelqu'un t'es tourné, fais pas ton zéro, on en va revenir, fais pas ton zéro, puis va tirer après, puis trouve c'est quoi la vraie drop sur cette distance-là, puis tape le target avec ta deuxième balle. C'est des exercices de même que tu as besoin de faire. Parce que là, tu es un bon tireur, je sais pas, 60% de hit, peut-être un peu plus. Puis ce qui te manque, c'est cette petite coche de plus-là. Puis une fois que cette coche-là, elle va être accomplie, mais là, tu as une autre étape. T'sais. Puis là, au moins, les gars savent tout où est-ce qu'ils sont, c'est quoi qu'ils ont besoin de travailler, puis ils repartent avec, un apprentissage, mais de deux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler, puis comment ils peuvent le travailler. Puis ça, mettons, de pas suivre une clinique. Puis moi, j'en ai jamais suivi des cours de PRS. Puis honnêtement, je veux dire, j'ai l'équivalent d'une journée, je pense, qu'on a donné comme ça a bien dû me faire passer au moins 1000 balles de match ou de pratique chez nous avant de découvrir que mais tu sais, telle affaire, il faut que je le retravaille parce que ça marche vraiment pas. C'est des balles gaspillées. Ben, pas gaspillées parce que tu apprends quand même, mais c'est des balles que je pense, si j'aurais pris un cours plus tôt, j'aurais condensé, mettons, mes 2-3 premières années d'apprentissage dans le PRS. En une, ouais. En, une année probablement, parce que il y a quelqu'un d'habitué qui m'aurait identifié et qui m'aurait dit ça, faut que tu l'améliores. Puis, tu peux le faire de telle manière, puis là, je me serais pratiqué là-dessus plutôt que de l'étirer dans le temps. C'est parce qu'un bon coach va te pointer le problème que si tu es laissé à toi-même, ça peut prendre 3 ans à figurer c'est à quoi. Puis si lui, il l'a spoté tout de suite, puis tu l'as dit tout de suite, il vient de te sauver tout ça de gaspillage de temps. Oui. En tout cas, j'espère que les étudiants ont apprécié. J'ai hâte de voir le feedback, honnêtement. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont quand même été honnêtes au travers d'eux. Il y a plein de sourires. Puis juste la manière qu'ils ont tiré aujourd'hui, pour vrai, versus comment ils commençaient. Je veux dire, ils ont tous eu une grosse amélioration de leur fait que c'est sûr qu'ils ont appris. Est-ce qu'ils vont être capables de le retenir? Est-ce que ils ont eu la piqûre assez pour pouvoir le pousser plus loin? On verra. Mais j'étais assez. Moi, de mon côté, en tout cas, j'étais assez satisfait de ce que ça l'a donné. Bref, c'est une bien longue introduction sur pourquoi on se retrouve sur la route. L'idée du podcast, c'était pas tant de parler de Borden puis de cours, de PRS ou non, mais je pense que c'est intéressant quand même pour les nouveaux tireurs qui nous écoutent au moins de considérer. Est-ce que je veux assez m'investir pour que ça vaille la peine d'avoir un minimum d'apprentissage de coaching versus je le fais moi-même puis plus à mon rythme tranquillement. Puis je pense que ça reste un sujet super intéressant pour des nouveaux tireurs de
est-ce que moi je veux le considérer ou non, les options de cours, parce que je pense qu'à peu près partout maintenant, il y a des cliniques de PRS, puis il y a des choses de trouvables de ce côté-là. L'idée du podcast à la base, c'était justement, on a un armurier avec nous, comme j'ai dit dans l'introduction, Paul, qui est l'armurier de Red Knob Custom sur la rive sud de Montréal, qui est l'armurier qui chambre mes canons depuis depuis le premier, Depuis en fait, depuis le premier. Ben oui, t'as chambré ma première custom, puis c'est ça. Fait que depuis le tout début. Je trouvais ça super intéressant de dire, on a un podcast avec un armurier, allons du côté, technique, là-dessus. Paul, comment on chambre un canon? Non. Les étapes, une après l'autre. Oui, les étapes. Comment on chambre un canon? Non, sans aller là-dedans, parce que bon, c'est hyper technique. J'ai déjà vu en faire, puis je veux dire, c'est un art en soi, or que je suis loin de maîtriser ou loin de vouloir m'aventurer même là-dedans. Mais on en parlait un peu plus tôt. Il y a des armuriers qui sont pas, je vais dire qu'ils font des erreurs ou qui font des guns qui ont des problèmes par la suite. Il y a des armuriers qui en ont. Je pense que l'erreur est humaine, puis il peut toujours en avoir, peu importe quoi. Mais le taux d'erreur ou comment le gun shoot au final, je sais pas, on a combien de canons pour moi de chambrer depuis le temps. On a dépassé la dizaine au pif. On a dépassé la dizaine, puis ils ont tout le temps piné. C'est toujours des benchmarks que j'ai roulés, qui sont quand même des canons connus pour être bons, mais les chambres, la manière qu'ils sont faites aussi, ça a un impact. Les throats, tout plein de choses, puis ça a un impact sur justement l'armurier qu'on choisit. Il y en a, ils prennent un armurier, les guns, il n'y a jamais rien. Les guns sortent pas précis ou pas précis au niveau que le tireur il voudrait, puis quand le canon est fini, il le fait chambrer par un autre, là, il est super heureux, puis etc. D'un armurier à l'autre, bon, j'imagine qu'il y a des techniques, j'imagine qu'il y a des outils, j'imagine qu'il y a plein de choses, mais quand on parle d'un bon armurier ou d'un mauvais armurier, puis je veux pas qu'on se donne nécessairement des exemples ou d'autres choses, mais tu en as récupéré des jobs d'autres collègues armuriers. Fait que tu en as vu des jobs qui ont été faits, puis que la personne, je sais pas, son gun tirait pas bien ou etc., il te l'emmène pour X, Y, Z raison. Tu repasses en arrière de la job d'armurier qui vient juste d'être faite, puis je sais pas, vous avez des conversations entre vous ou autres, mais comment, pour un tireur moyen qui est pas un gunsmith, qui est pas un machiniste, qui est pas, on n'a pas nécessairement les connaissances techniques autour de ça, comment est-ce qu'on peut différencier un bon armurier d'un moins, je veux dire moins bonne pour pas dire mauvais armurier, mais comment on le fait pour l'identifier, comment on choisit son armurier, comment on fait pour faire du, je sais pas, contrôle qualité au travers de, est-ce que tu es capable de guider? Faut que tu comprennes que c'est tellement vaste le domaine des armes à feu que faut que tu ailles chercher quelqu'un qui se spécialise spécifiquement dans ce que tu fais. Il y a beaucoup d'armuriers qui vont juste faire de la réparation, qui font pas de custom, qui en a qui ont même pas l'équipement pour chambrer un canon. Fait que quand tu dis réparation, c'est genre refaire une crosse. Changer des pièces, finir une crosse. Un trigger brisé. Quelque chose de... Tu sais, il y a du monde qui sont... l'ouvrage que, mettons, nous autres, on a fait au niveau de Ruger, quand on a travaillé pour Ruger pendant longtemps avec location Snapshot, c'était pas du travail d'armurerie comme je fais quand je chambre une carabine ou que je monte un 1911. C'était purement du changement de pièces parce que tu as un arme qui est livré par la compagnie avec des spécifications. Ils veulent pas que tu changes les spécifications, ils veulent juste qu'elle marche. Fait que ton but, c'est d'identifier la raison pourquoi elle marche pas. Si tu es capable de la réparer en changeant une pièce, tu le fais. Si il n'y a pas moyen de garder la carabine comme elle est puis la faire fonctionner, tout simplement, tu remplaces la carabine. Mais là, ça, c'est de la réparation, ça, c'est du travail de garantie. Quand tu commences à tomber dans les armes custom,
c'est très spécialisé. Il y a des gars qui vont juste faire des canons de compétition. Il y a des armuriers qui vont juste monter des carabines de chasse de haute gamme. Il y en a d'autres qui ont des spécialités juste dans les 1911 ou juste dans les pistolets. Ouais, pistolet, mettons, semi-automatique, parce que là, t'as plein de systèmes de gaz, puis de recul. Ou... C'est ça. OK. Fait que là, la première chose, c'est dépendant de la job que tu as à faire, faut que tu trouves quelqu'un que tu sais qui va être bon, qui se spécialise ou qui s'annonce dans ce domaine-là. Puis ensuite, c'est pareil comme si tu vas à la chasse puis tu checkes des outfitters, ils te recommandent de demander une liste de clients puis que tu puisses appeler des vieux clients pour leur parler de ton expérience. Dans l'armurerie, c'est un peu la même chose. Si tu es capable de rencontrer du monde qui sont fait faire des jobs par une personne, puis qu'ils sont tous heureux, ben déjà c'est un step dans la bonne direction. Ouais, le feedback sur le terrain, dans le fond, là, c'est pas nécessairement. Puis là, tu sais, c'est pas de se fier. Puis là, je veux dire, ça va être un peu contre-intuitif venant de moi, mais tu sais, tu peux pas te fier à quelqu'un qui est sponsorisé puis qui annonce partout un tel, c'est le meilleur armurier, puis etc., etc. Non, non, Là, non. ça, c'est ma perception, parce qu'il y en a beaucoup de ça maintenant avec les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, ou, Ouais. tous ces trucs-là. Tu peux être hyper connu puis populaire parce que tu as un ou deux tireurs qui parlent de toi constamment comme étant le meilleur armurier, mais tes clients réguliers, pas réguliers, mais tes clients ordinaires, qu'est-ce qu'ils disent sur toi versus ce que le gars sponsorisé dit sur toi, c'est deux affaires complètement différentes. C'est ça. Faut que tu grattes creux, là. Tu peux pas aller juste en surface puis aller. Il y a des choses qui sonnent bien. Tu vas sur des forums puis il y a des firmes d'armurerie qui sonnent extrêmement bien quand tu vois les fanboys en parler. Mais quand tu grattes en surface puis tu vas voir un peu plus loin, t'entends plein de mauvais feedback. C'est ça. Ouais. Justement, aujourd'hui, pendant le cours, il y a un tireur qui est venu nous voir et qui voulait parler d'une action custom. Puis il m'a dit, je pensais d'investir dans cette action-là parce que c'est tout le monde qui recommande ça. Puis j'ai regardé, je dis, oui, je sais que c'est forum, puis t'as l'impression que c'est la meilleure action sur la planète quand tu regardes qui attire. Sauf que moi, j'ai pas un client qui en a eu une, qui a pas eu des troubles avec, puis qu'éventuellement, ils les ont toutes laissé aller parce que il y avait juste pas des bonnes performances. Puis pourtant, c'est vraiment l'action qui est probablement le mieux coté dans un cercle de PRS en ce moment, là. Fait que mieux coté, oui puis non, mais c'est celle que, comme tu as dit, en surface, c'est celle qui, le monde parle le plus, mais c'est aussi la compagnie qui donne le plus d'actions à tout le monde. Puis ils ont vraiment des gros tireurs qui s'en servent aussi. Ouais. Fait que Puis je me rappelle, on fait une parenthèse sur ces actions-là. Idem, j'avais un tireur dans une de mes squads qui en avait une aux États-Unis, dans un hyper gros match très très loin de chez nous au Canada. Puis il a brisé son action. Puis tout le monde était ces actions-là, pourtant, ils sont tellement bien faites, ils brisent jamais, blabla. Puis j'ai dit en parenthèse, j'ai dit out of nowhere un peu. Ben, c'est drôle, tout le monde a l'air de pas avoir de problème. J'ai dit, moi, je connais 3 ou 4 tireurs qui en ont eu, puis j'ai dit, ils ont tous lâché. Puis là, ça a commencé à dire, ben c'est vrai, un tel, c'est ça qui roule. Puis c'est vrai que sa firing pin avait lâché. Puis un tel autre, c'est vrai, son extracteur à lui, il avait brisé. Puis là, il y avait comme 20 histoires de tout le monde. Tout le monde avait une histoire de cette action-là qui avait lâché. Puis j'étais comme, wow. Mais quand le morceau a brisé, le premier phase de tout le monde, c'est, mais tout le monde roule ça, puis personne n'a des problèmes. Ouais. Finalement, tu jases un peu, ça a pas pris personne s'est fait tordre le bras, puis tout le monde avait des histoires d'horreur sur cette même action-là. Je comprends l'idée des armuriers, un bon armurier, t'auras pas beaucoup d'histoires contre lui, t'auras pas nécessairement la même publicité sur tous les réseaux sociaux, etc. Mais des mauvais armuriers, tu vas entendre des mauvaises histoires. Tu vas peut-être voir plein de bonnes histoires. Tu vas peut-être voir plein de bonnes histoires sur les réseaux sociaux, mais tu vas en avoir aussi des mauvaises. Puis ça, faut toujours faire attention à quelqu'un de sponsoriser. Ça veut pas dire qu'il ment, ça veut pas dire que... Mais si tu te fais donner quelque chose, tu peux pas en parler en mal. Fait que, mettons, on reprend l'exemple est bon avec les actions. Les gars qui se font sponsoriser ces actions-là se font probablement donner 2 ou 3 actions. Puis s'ils ont un problème, la compagnie va la reprendre tout de suite, puis vont y en envoyer une nouvelle.
pour que ça reste en dessous du radar puis off the record. Mais les gars qui les payent, ces services-là, eux autres, ils se gênent normalement un peu moins pour le dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a. Pas rien que ça, moi j'ai vu la lettre que cette compagnie-là a envoyée à un tireur que je connais, qui est un de mes clients, qui avait une action de même puis qui avait du trouble. Puis je sais qu'il savait pas qu'il y avait un armurier à 40 ans d'expérience qui l'a lu sa lettre, mais de la façon qu'il a traité de la façon qu'il l'a traité, puis en lui disant que c'était toute sa faute, que il y avait aucun problème avec les pièces, que ça pouvait pas arriver. Puis je regrette, j'ai envoyé des photos des pièces une à côté de l'autre, puis il y avait des variances de dimensions qui étaient visibles sur une photo. Ouais. Puis t'as beau dire que mes actions sont tout le temps bonnes puis qui marchent tout le temps, quand t'as un armurier qui a gagné sa vie là-dedans puis qui est pas capable de fitter la pièce dans l'action, que ça devrait juste être de fitter une pin, ben il y a un problème en quelque part. Fait que faut tout le temps faire attention aux publicités. Tout le monde, comme Yannick disait, tout le monde peut faire des erreurs. Puis moi, j'ai tout le temps dit, tu vas gager un armurier à la façon dont il se remet de ses erreurs, de la façon dont il va te traiter, qu'il va reprendre la job, puis de la façon qu'il va se forcer pour te livrer que ce que tu as payé pour. Même si ça lui coûte de l'argent à lui, même s'il est obligé de remplacer la pièce, si c'est lui qui a fait la gaffe, puis si la personne est capable de backer son expérience puis de livrer la marchandise même si c'est à son détriment, mais c'est parce que c'est pour ça que le client a payé, puis c'est ça qu'il devrait avoir. Ouais, puis un armurier qui scrape un canon en chambrant, ben si tu scrapes 50% de tes canons en chambrant, tu es obligé de les changer, tu vas faire faillite, tu resteras pas dans le game trop longtemps. Fait que tu sais ça aussi là, genre, si t'es pas capable de chambrer, ça prendra pas trop longtemps. Non, éventuellement, tu vas être que tu vas sortir. Fait que tu sais, faut que l'armurier soit minimalement bon. Fait que tu sais, OK, un canon sur 100 que je sais pas, il a manqué d'huile, honnêtement, je sais pas c'est quoi qui peut arriver comme problème de là-dessus, mais comme OK, un canon sur 100, ben c'est bon, tu l'absorbes puis ben tu feras pas faillite pour ça. Non. Mais c'est parce que j'ai vu des cas où c'était clair qu'il y avait un problème dans la chambre. Le client, il avait vu le problème, il savait que ça lui causait des problèmes, puis l'armurier, il a carrément refusé de le faire. Ouais. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Si t'as pris de l'argent pour faire un job, faut que tu livres éventuellement aux spécifications que tu as faites. Oui, c'est ça. Tu dois sortir, c'est ce qui était prévu. Oui. OK. Puis toi, Paul, je sais qu'à la base, c'était un armurier de pistolet. Tu m'as fait un pistolet avant la loi C-21. Fait que je dirais on était encore dans le légal. Il tire pas nécessairement autant que ce qu'il devrait mériter. Mais je l'adore. Je l'adore encore. C'est mon pistolet préféré. Puis je sais pas, j'aurais peut-être pas dire ça dans le podcast. Là. Cool, le gouvernement écoute ça, puis qu'il le bannisse complètement, ça sera une preuve contre moi, mais bon, il est enregistré, fait que c'est quand même pas... Ils savent que tu l'as, il y a rien de croche là-dessus. OK, c'est correct. mais bref, à la base, c'était un armurier de pistolet, c'est ça? Non, quand si tu veux l'histoire, j'étais allé à Maniwaki, l'école d'armurerie qu'il y avait au Québec. Moi, j'ai tout le temps rêvé de faire des carabines. Quand j'étais à Maniwaki, mon plan, c'était de faire des carabines custom avec du beau bois, tout checkeré, tout ça. Quand je suis devenu armurier professionnel, quand j'ai commencé dans le métier, c'était à l'armurerie Pradier à Brossard. C'est mon chum Christian Labrie, qui est propriétaire de Snapshot, qui venait de l'acheter. Puis on était amis depuis qu'on était enfants. Puis moi, je suis rentré là pour travailler comme armurier. Puis je suis juste tombé dans une gang de gars, de clients, qui tiraient de l'IPSC, puis qui m'ont fait découvrir l'IPSC. Puis ça a été un détour parce que au lieu de devenir un monteur de carabine, je suis devenu un monteur de 1911, puis j'ai fait mes marques avec ça. J'ai monté des guns du monde, de très, très bons tireurs aux États-Unis puis au Canada. Puis, mais pour moi, ça a tout le temps... dans l'arrière-pensée, j'ai tout le temps voulu faire des carabines. Puis c'est pour ça que
après qu'on a eu une longue période dans le cinéma où j'ai pas fait trop d'armurerie, que j'en faisais moins, quand c'est venu le temps de revenir dans l'armurerie, premièrement, j'étais plus vraiment intéressé par le tir d'Ipsic. Je pensais que j'avais fait ce que j'avais à faire là-dedans. Fait que je me suis lancé dans les carabines parce que c'est ça que j'avais commencé à faire. Puis au début, je m'étais bien promis de jamais faire de carabine de compétition parce que je savais que les tireurs de compétition, c'est Un peu piqué, un peu ça peut être spécial. très piqué, puis mais avec justement avec Menas, le chum qu'on a été donner un cours en Ontario avec, lui, quand il s'est mis à tirer de la carabine, il voulait faire de la compétition, puis il m'a retraîné là-dedans. Puis, Tu t'es fait embarquer une deuxième fois. Une deuxième fois, je suis revenu dans le tir, puis j'étais encore aussi maniaque de ça que j'étais quand j'avais 25 ans. Là. Ouais, puis tu sais, l'histoire du pistolet est quand même drôle. Le pistolet que tu m'as monté, tu sais, en tout cas, j'avais acheté 2 autres pistolets avant, puis tu sais, je les adorais, puis moi j'étais un gros fan de SIG P226, puis ben Paul Paul est pas un super fan de P226, fait que quand j'avais acheté mon P226, j'avais dit en blague, j'avais dit tu veux-tu signer mon pistolet, puis bah ça a plus ou moins bien passé, puis c'était comme si tu veux que je te signe un pistolet, je vais te le faire, puis ça va être un 1911, puis blablabla, puis j'étais comme ouais, mais un pistolet custom, je sais combien ça coûte, puis j'ai comme, tu sais, je me ferai pas embarquer là-dedans, tu sais, c'est comme, j'ai des carabines custom, puis je les adore, pistolet, tu sais, je suis pas un amateur, ben, j'aime tirer du pistolet, mais, tu sais, je vais pas faire de compétition, fait qu'il y a aucune raison que j'aille un 1911 ou un 2011 ou, tu sais, d'autres pistolets plus je veux dire haut de gamme, mais tu sais, custom pour la compétition. Fait que j'étais comme, non, je me ferais pas embarquer là-dedans. Puis t'avais quand même dit, ben, passe à Shop, tu sais, on veut liquider une coupe de pistolets qui traînent, fait que t'es essayeras. Puis j'étais comme, j'ai déjà acheté 2. Puis tu sais, je me souviens plus, il y en avait pas mal sur la table. Je les essayais un après l'autre, puis j'étais comme, pas tant impressionné. J'étais, mais moi, mon P226, je l'aime bien, tu sais. Fait je les essayais. Puis là, le dernier, c'était le custom, le 1911. Il était un peu customisé parce qu'il y avait déjà été... c'est un gun qui était déjà un full house qui était à un de mes anciens clients il a tiré partout dans le monde avec. C'est un tireur d'Ipsic. Puis un bon 1911, c'est un gun, c'est pareil comme un bon char custom. T'as une base qui est capable de prendre des centaines de milliers de coups. Puis fait que c'est pas rare que dans la durée de vie d'un gun, il va être refait, surtout s'il a tiré beaucoup. Là, tu es en train de me dire que mon pistolet, il y a des centaines de milliers de coups dedans? Pas dans le canon puis dans le slide, mais dans le fin, moi. Ouais, non. Ouais. Mais je sais, tu me l'avais déjà dit. Mais, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, puis celui-là, je l'ai essayé. Tu sais, je le prends en main, je dis, il est un peu gros, ouais. Tu sais, je le crains, je dis, c'est smooth. Puis tu sais, quand j'ai appuyé sur la détente, que j'étais comme, j'ai jamais vu une détente d'un pistolet. J'avais l'impression de tirer ma carabine custom. Quand même, bon, le feeling est quand même différent, mais tu sais, hyper sharp, hyper smooth. Puis j'étais comme, je l'aime. Puis après ça, bon, c'est ça. On s'est parlé un peu de prix. Finalement, c'était moins cher que ce que... Ou en tout cas, tu m'as fait un meilleur deal que ce que j'avais l'impression qu'un pistolet coûterait. Puis ça a fini comme... OK, je le prends, puis my God, c'est mon pistolet préféré. Je l'amène au club de tir. Dès que je vais au club de tir, puis j'ai de la misère à tirer avec mes autres pistolets maintenant. Tu sais, je les emmène au club de tir juste pour dire que je les tire, puis à toutes les fois, je tire un mag avec, tu sais, j'ai un CZ Shadow 2, puis j'ai mon P226. Tu sais, je tire un mag avec mon CZ. Tu sais, c'est le CZ Shadow 2 compétition, là, avec le Red Dot, la trigger modifiée, puis... T'as tous des très beaux handguns. Oui, c'est un handgun qui était fait pour la compétition. Ouais. Puis je veux dire, je tire un mag avec, puis je tire avec le SVI, puis je suis comme, j'éteins le red dot j'éteins le red dot du CZ, puis je le range, là, puis là, je vais tirer comme 10, 15, 20 mags avec le SVI, puis je veux dire, les groupes sont beaux, puis je suis vraiment pourri au pistolet. Les groupes sont beaux. Il sick tout le temps, il éjecte tout le temps, il est hyper smooth dans toutes ses... écoute, j'ai l'impression, c'est complètement hallucinant un pistolet custom, puis je disais, je suis en amour avec, puis au début, je te disais, non, tu m'embarqueras pas là-dedans.
Puis, tu sais, un moment donné, il va falloir que je l'essaye, l'IPSC. Honnêtement, je risque d'être vraiment poche, mais, tu sais, faut que je l'essaye. J'ai un pistolet parfait pour ça, là. Fait que c'est... Ouais, c'est juste dans l'heure que je peux pas te le montrer l'IPSC que j'ai connu dans les années 80 et 90, qui était le vrai IPSC, là. Ouais, ben la game a changé. Mais tu sais, c'est un Ouais. peu comme le PRS aussi. Tu sais, le Ouais. PRS de v'là 5 ans puis le PRS d'aujourd'hui. Tu sais, c'est outre le fait que tu sais, je pense, admettons, tu sais, je suis un meilleur tireur que v'là 5 ans. Tout le monde a augmenté leur game. La PRS c'est rendu de la F1. Tu sais, c'est Ouais. de la pointe de performance versus v'là 5 ans. Tu sais, surtout au Canada, ce qu'on voyait. Puis même aux États-Unis, tu sais, les barricades étaient wobbly. Tu sais, le challenge était pas le même. Tu sais, maintenant, c'est 100% de la lecture devant. Puis, tu sais, si ta position est pas bonne, tu sais, c'est une erreur inacceptable pour les tireurs pros. Tu sais, Ouais. parce que tu le feras jamais une erreur de positionnement puis de gestion de ton recul parce que la marge est à zéro là-dessus. Fait que c'est que des win calls maintenant. Puis fait que tu sais, la game est rendue vraiment pointue. Pas les nouveaux tireurs, mais je veux dire, le circuit plus professionnel. Si tu veux te tenir dans les top 10% ou top 5%, C'est là que Ah c'est ouais. là que ça se passe. Il n'y a aucune erreur qui est donnée au positionnement ou à perdre son temps ou à pas être capable de clearer un jam. C'est rendu de la base. Ben, quand tu, Le sport change. oui, quand tu dis qu'on est rendu au point où qu'un tireur de PRS sur une barricade, il est quasiment capable de garder la même précision que les gars de F-Class. Tu sais, ils sont rendus Ouais, je serais pas prêt à comparer une barricade sur un gars de F-Class, mais il y a du monde qui tire le MOA, ou en dedans d'un MOA sur une barricade, là. oui, mais ça, oui. Tu sais, puis, Ouais. ben, je veux dire, je t'avais déjà, ben, ça fait peut-être 2 ans de ça, mais je t'avais déjà montré. Tu sais, Ouais. j'avais tiré un groupe de 10 balles sur une barricade debout, puis j'ai tiré 10 balles prone, même gun, même Ouais. condition, tout. Les deux groupes étaient identiques. 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 Puis je l'ai refait 2 ou 3 fois depuis. C'est toujours la même chose. Je veux dire, je fais un demi-pouce à 100 mètres sur une barricade, peu importe la hauteur à laquelle je suis, si la barricade est moindrement solide, là, Ouais. c'est pas genre tirer sur, je sais pas, là, une chaîne ou n'importe quoi qui bouge beaucoup. T'sais. N'importe quelle barricade solide, je vais tirer un demi-pouce à 100 mètres, puis c'est exactement le même grouping que je vais avoir couché prone. Puis, mais tu sais, c'est là que les choses ont évolué. C'est qu'on on est capable de le faire. Ça a demandé du training, mais à partir du moment où tu vois des super bons tireurs de une couple d'années qui réussissaient à arriver là, ben ça, ce que ça envoie comme signal, c'est possible. Ouais. Fait que là, tout le monde commence à s'entraîner en se disant, OK, ben si lui est capable de le faire, je suis capable de le faire, il faut juste que je m'investisse un peu. Puis là, ben on est rendu à un niveau encore plus ouais. poussé que ça. Là. Ouais, puis moi je l'ai vécu un peu, j'étais à cette période-là quand j'ai tiré de l'IPSC où que là 3 ans ils me disent que si tu es capable de faire 12 secondes dans un El Presidente, t'es world level, puis on est rendu en dedans de 5 ans, on est rendu à peu près à 4 secondes ou en dedans de 5 secondes là. Puis le PRS, je pense, ça a quasiment bougé aussi vite que Ouais. quand les gros tireurs, quand ils se sont rendus compte que c'était pour être un gros sport très populaire puis qu'il y avait de la grosse argent Ça à faire s'est là-dedans, investi. c'est effrayant. On n'a pas idée au Canada à quel point ça tire puis à quel point qu'il y a des tireurs aux États-Unis puis le niveau de tireur qu'il y a. C'est vraiment ahurissant quand tu traverses les douanes Ouais. puis tu t'en vas l'autre bord. Ouais, ben tu sais, on le voit même sur tous les championnats mondiaux. Tu sais, les Ouais. États-Unis dominent, mais tu sais, ils ont une base de tireurs tellement plus grosse que n'importe quel autre pays. Puis, tu sais, non seulement ils ont une plus grosse base, mais ils ont un niveau de tireur qui est bien meilleur aussi, qui s'entraînent plus, qui s'investissent plus à l'intérieur. Tu sais, la business du Ouais. tir aux États-Unis est omniprésente. Puis, tu sais, je veux dire, la France, ben, n'importe quel pays, puis le Canada en fait partie. La chance du Canada, c'est qu'on est proche des États-Unis. Donc, les quelques tireurs qui veulent vraiment s'investir, on descend au sud de notre frontière, puis on arrive avec un niveau qui est beaucoup plus challengeant. Tu sais, que mettons, l'Europe, puis je dis pas que l'Europe est pas compétitive, mais ils n'ont pas la possibilité de descendre aux États-Unis à toutes les fins de semaine pour voir les meilleurs tireurs du monde où est-ce qu'ils sont rendus. Tu sais, ils vont le voir une fois par année au mondial, mais
je veux dire, les États-Unis dominent ce domaine-là littéralement. Puis, tu sais, je pense que tous les autres pays sont aussi en développement de ce sport-là qui est relativement nouveau. Mais on est tous, Canada y compris, en retard sur les États-Unis, sur le marché, sur l'investissement personnel, professionnel, sur la disponibilité même des pièces pour certains pays. C'est un immense problème. Éventuellement, ils vont se rendre au niveau des États-Unis, mais quand tu as un nouveau sport de tir qui devient populaire, ça prend tout le temps un 10-15 ans avant que les autres pays commencent à livrer. Tu sais, parce que si je regardais encore au niveau de l'EPSIC, la France, il y avait beaucoup investi, puis tu l'as vu, sont partis d'un pays qui se classait jamais, puis tranquillement, ils ont eu des tireurs qui se classaient de mieux en mieux parce que il y a eu un investissement au niveau national dans ce sport-là. Les Américains, le tir, c'est leur sport national, puis... Non, on pourra pas le changer, là. Non. Ils ont, je veux dire, plus facilement accessible à beaucoup de choses, mais ils ont le marché pour aussi. Tu sais, la poudre, c'est où qu'elle s'en va en premier? C'est aux États-Unis. Puis les restants, ben, ça trickle tranquillement au Canada, puis après ça, un peu en Europe, tu sais. Puis on a pas mal les restants de ce que les États-Unis ont, mais si les États-Unis manquent de primer, le reste du monde n'en auront pas. Ouais. Puis on l'a vécu, là. Oui, puis tu sais, on parlait juste des quantités où que nous autres, ici, quand on commande des plombs, ça coûte 5-6 000. Il y a des 5-6 000, c'est les gros tireurs. C'est des gros tireurs. On n'est pas beaucoup à commander par mais il y a des pénuries de plomb parce que les gros tireurs aux États-Unis, quand ça commande des plombs, ça commande ça à coût de 20 puis 30 000. Là, et plus. Je sais pas, ils rentrent combien sur une palette, mais je sais que... Mais je sais que... Excusez, on a vu un chevreuil, on est tous excités. Mais je sais que Keith Baker, il faisait livrer par palette ses burgers hybrides. T'sais, je sais pas, il rentre combien sur une palette? Probablement un 30 000 et plus. Mais tu sais, c'est pas rien. C'est pas rien. Tu sais, des gars qui brûlent 5-6 canons par année là, à tirer, là, il y en a beaucoup. Là. Ouais. Tandis que ici, c'est bien rare que... On était à 2 puis on est des gros tireurs. 2-3 canons. Là. Fait que c'est un autre monde, c'est un autre niveau. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça évolue, puis le monde, je pense que ça aime ça. Les autres pays, tu sais, ils embarquent, ils suivent la game, puis tu sais, ça improve, les calibres improve, la communication interpays, ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Tu sais, la communication interpays, elle augmente. Tu sais, j'ai de plus en plus de contacts avec des tireurs en France. Tu sais, l'avantage avec la France, c'est le partage de la langue. Mais je parle régulièrement avec des tireurs de la Suède aussi, de la Grande-Bretagne, Angleterre, puis Australie. Fait que tu sais, il y en a de plus en plus qui se parlent entre eux, puis on se questionne limite. Vous êtes rendu où dans votre sport? T'sais? C'est quoi le calibre populaire en ce moment? C'est quoi les châssis que vous trouvez? Puis ça se partage. En tout cas, moi je trouve ça oui, puis super d'être rendu là, tu t'en vas au Colorado puis tu vas tous les rencontrer. Là. C'est encore plus... je suis bien excité. À ce niveau-là, pour le tir, pour quelqu'un qui aime ça, tu vas être immersé. Pour le World, tous les gens à qui je parle, c'est ça. C'est tous des gens qui se sont qualifiés pour le World parce que c'est des gens qui s'investissent. Puis ils regardent il y en a plusieurs qui ont regardé mes vidéos YouTube, qui s'intéressent à ça. Puis ils viennent me poser des questions. Puis là, effectivement, on s'en va tous au World. On va tous se rassembler au Colorado dans quoi, 3 ou 4 mois. Tu sais, ça va être... En tout cas, j'ai hâte de voir. Ben, tu sais, c'est que là, tu vas mettre des visages sur des noms, puis après ça, en tout cas, j'espère que ça va comme devenir des amis, puis créer des liens plus forts, même si on s'appelle déjà, on se FaceTime, tu sais. Mais tu sais, c'est pas la même chose qu'un contact réel. Puis je veux dire, je vais probablement être hyper stressé puis faire vraiment une mauvaise performance au World. Puis je veux dire, advienne que pourra, mais genre, l'expérience va être extraordinaire, même si. Puis je vais faire de mon mieux pour représenter mon pays. Mais je vais pas juste là pour ça, tu sais. Fait que ça va être cool. Non, un World Shoot, j'ai l'impression que tu as quasiment plus de fun si t'es pas en ligne pour être dans top 5. Fait que parce qu'au moins tu peux vivre. Tu vis moins ta pression. C'est ça, tu vis moins la pression. Si tu t'en vas pour gagner un World Shoot, là, c'est de la pression. Ouais. Puis tu sais, je pense à peu près tous les pays sont sur la même
longueur d'onde là-dessus de dire le podium appartient aux États-Unis. Tout le monde le sait. Ils ont des meilleurs tireurs, puis ils ont des excellents tireurs qui sont qualifiés. Puis il pourrait arriver une bad luck à un, mais il n'arrivera pas une bad luck à toute la team. Ouais. Fait que puis ils l'ont montré aussi dans les derniers Worlds, les 2-3 derniers Worlds qu'il y a eu. Je veux dire, ils dominent complètement. Fait que tout le monde le sait, tout le monde est conscient de ça. Fait que les gens vont pas se battre pour la première place du podium. Mais ça va fighter pour juste une position qui est correcte, puis pour l'expérience. Puis, fait que je pense qu'il va y avoir plus de chat à gauche puis à droite, de monde qui vont se parler puis créer des contacts, beaucoup plus que de compétition. Et puis on verra dans quelques années si les autres pays, justement, on arrive à jouer du coude avec les tireurs américains, si ça reste. Je pense que, puis peut-être que ça va devenir un peu plus compétitif. Je dis pas qu'il y aura pas de camaraderie, mais le jour où la compétition est réellement là, tu perds un peu de ça. Puis en ce moment, on n'est pas là. Fait que je pense qu'on est dans le contexte d'échange social qui va probablement être le plus positif actuellement parce qu'on sait qu'on se bat pas pour une... À la limite, on va se battre pour une deuxième place. T'sais. C'est pas mal moins glamour puis c'est pas mal moins stressant. Ouais, puis c'est encore un sport neuf. Fait que c'est ça qui est le fun c'est en évolution. Puis de tout ça, vous regrouper au niveau mondial. C'est pas un vieux sport établi depuis 30 ans que c'est tout du vieux monde qui le run puis c'est toute la vieille clique. Là. C'est relativement nouveau. Fait que c'est un bon moment pour être dans un sport. Ouais. En tout cas, moi j'adore, puis j'adore mes échanges aussi avec les autres pays. On s'éloigne un peu des sujets d'armurerie. Là, on est rendu pas mal loin. Là. On a parlé du PSC, puis là, ça nous a complètement parti dans le monde compétitif. Mais je trouve ça super intéressant. Puis l'idée du podcast, c'est pas tant d'être rigide sur nos sujets, mais d'être capable de c'est parce que c'est deux mondes qui se rejoignent. Puis moi, je vois très bien la relation entre les deux. Puis comme l'hipsique, c'est un sport, ça a été le premier sport de tir pratique, c'est-à-dire qui te donne des situations réelles ou qu'hypothétiquement tu pourrais te servir d'un gun dans la vie de tous les jours. Ben j'ai tout le temps vu le PRS comme de l'IPSC, sauf que c'est avec une carabine. Mais c'est pareil. C'est la même rhétorique c'est des situations où que tu aurais à te servir d'un arme, puis c'est pas tout le temps des situations idéales comme ça arriverait dans la vraie vie. Ouais. Puis je pense pas qu'on va arriver à des situations comme ça au Canada. On sait jamais. Fait que faut jamais dire jamais, mais en Ukraine, il y avait un circuit de PRS. Il y avait un circuit de PRS, il y avait plusieurs. Il y avait PRS Ukraine. Pas plus maintenant, mais disons qu'ils sont occupés à d'autres choses. Puis, je suis certain que les tireurs de PRS de l'Ukraine ont utilisé ou utilisent encore, ce qu'ils ont pu pratiquer, puis etc. Fait que, oui, c'est des situations je veux dire, ça reste un sportif, ça reste un contexte sportif, puis encadré, puis tout le tralala, mais tu tires à partir des obstacles sur des cibles à très longue distance, puis tu as besoin de compenser pour des distances différentes. Tu as un certain temps, tu as un beeper qui te rajoute une pression. Faut que tu sois capable de lire du vent. Puis tu n'as pas de drapeau puis d'indicateur. C'est toi qu'il faut qu'il se fie sur la nature. Faut que tu sois capable de lire le mirage. Puis, fait que, effectivement. Puis quand on dit situation dans la vraie vie, là, c'est pas juste des situations. On s'imagine des situations sniper, mais le trois quarts, ça pourrait être de la chasse. Là. C'est sûr quand tu te retrouves avec un gros buck devant toi et que la pression monte puis que t'as pas toute la journée pour prendre ta shot. Fait que moi, je l'ai tout le temps vu comme le PRS comme une pratique fantastique pour les chasseurs. Là. Effectivement. On pourra faire un podcast à un moment donné sur la chasse. Je pense qu'on en aurait aussi long à dire. Puis je suis sûr que ça. Je vais le mettre dans ma liste de futurs podcasts, là, parler de chasse, peut-être même parler de PRS puis comment ça influence la chasse au travers d'eux. Une question qu'on avait eue je suis plus certain qui, mais sur mon Facebook, quand j'avais annoncé qu'on ferait le podcast, Reamer, il y en a, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs designs de Reamer, il y a des specs à n'en plus finir, tu peux choisir ce que tu veux en termes
épaisseur de neck, Ouais, tu peux, freeboard. tu peux t'asseoir et dessiner ta chambre complètement avec au moindre détail. Puis ils vont te la faire. Ouais. Ils vont le sortir. Tu peux inventer un calibre comme ça, puis il y en a plusieurs qui l'ont fait d'ailleurs. T'sais. Ben, on tire tous des calibres qui sont pas des calibres commerciaux à la base. Là, ben, pas toutes, mais nous deux, oui. Mais on pourra en parler après. Ben, de quoi? Ben, 6 Creedmoor, c'est commercial. 22 BR, l'est pas? Non, mais moi, je savais pas une 22 BR. Ah oui, 22 BR, mais c'est ça. Mais ça, j'ai dit... Oui, excuse-moi, je pensais à 22 Creed, là. Ça m'a non. Mais 22 BR, non, mais je veux dire, ça, c'est nous. Mais il y a la plupart des gens, tu sais, des calibres commerciaux. Mais on reviendra à 22 BR, mais... Reamer, OK? Comment un armurier... Parce que, je veux dire, un simple tireur peut choisir son reamer aussi, puis l'emmener à l'armurier avec son kit, puis dire « Je veux que tu utilises ce reamer-là dans ma chambre. » Mais honnêtement, la plupart des tireurs le font pas, puis le laissent à l'armurier parce qu'on n'a aucune calice d'idée de quoi choisir, puis de combien je veux de freeboard, puis de blablabla. Comment un armurier, comment Paul choisit ses reamers, parce que je veux dire, toi, t'en as plusieurs, t'as une collection, tu les changes quand ils ont besoin d'être changés. Comment tu fais pour choisir les specs de ton reamer? Ça dépend de ce que tu vas vouloir faire avec. Dans la plupart des situations, le reamer Sammy ou le reamer de base, il va t'emmener à une place où tu vas être confortable, standard. Très, très confortable. Puis c'est juste au moment où tu te rends compte que ton reamer, il t'en donne plus assez, que tu as l'impression que si tu changes quelque chose, tu vas aller chercher une amélioration quelconque. Puis c'est de même que le monde commence à jouer, qui vont changer la longueur du throat, qui vont changer l'épaisseur du neck, qui vont changer certaines dimensions pour essayer d'aller optimiser leur chambrage. Puis ils le font en se disant que dans ma tête, si je fais ça, ça va l'aider à être plus précis. Tu sais, si on regarde... Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux jouer avec un reamer puis augmenter ta précision? Dans certaines situations, oui. Mais pendant un bout de temps, tout le monde pensait que pour être capable de faire des balles précises, il fallait que tu tournes les necks puis tu aies un tight neck, que ça fait tête dans la chambre parce qu'il était sous l'impression que c'était ça qui alignait le plomb puis que c'est ça qui changeait tout. À cette heure, il n'y a plus personne. Dans les sports qu'on tire, nos carabines sont aussi précises, sinon plus qu'ils étaient dans le temps, puis il n'y a plus personne qui sert de tight neck. On fait tout couper nos reamers de façon à ce qu'on n'ait pas justement de travail à faire sur les necks, parce que quand tu as des lots de batch, des lots de douilles de 500 ou 1000 douilles, de commencer à trimer toutes les necks, ça commence pour un gain qui est quasi inexistant, parce que je le fais. Oui. Moi, je le fais, mais bon, pour d'autres raisons de raisons de 22 BR, mais c'est hyper long. Puis honnêtement, si je pouvais m'en sauver, je le ferais. Puis je sais que j'ai aucun gain, parce que toi, tu le fais pas. Je le fais pas, puis on a le même reamer, puis on tire les mêmes affaires. Puis moi, on a les mêmes résultats. Moi, j'ai juste fait quelque chose un autre step différent qui m'a tenté de faire, mais je suis même pas sûr que ça aurait été nécessaire. Fait que c'est un peu comme ça. Tu commences avec un reamer de base, puis c'est quand tu te rends compte que pour la façon que tu veux tirer, de la façon que tu veux loader tes balles, que ça fait plus l'affaire. Parce que, admettons, le freeboard, c'est relativement simple à comprendre. Si tu veux tirer des plombs beaucoup plus longs ou avoir plus de place pour ta poudre, tu augmentes ton freeboard. Oui. Fait que cette partie-là est relativement, pas simple, mais on le comprend. Comment tu fais pour choisir la longueur de ton freeboard à ce moment-là? Admettons, je suis monsieur, madame, tout le monde. Je veux un reamer pour moi qui va servir que pour mon gun. Je veux tirer ma 6 BR, tel plomb. Comment je fais pour savoir quel freeboard j'ai besoin, admettons? Moi, quand on va regarder mon 22 BR parce que c'est quelque chose qu'on tire tous les deux, puis j'ai fait le processus. Quand c'est une lutte, tu sais que il y a tellement de tireurs out there, il y a tellement d'expérimentation qui a été faite que avant d'essayer quelque chose, moi j'ai appelé le fabricant moi je me sers quasiment juste de reamer Pacific Tool Engage.
C'est sûr que j'utilise le plus souvent, puis quand j'ai à commander, c'est là que je commande. Puis Dave Kiff, qui est le propriétaire de la boîte de cette compagnie-là, quand j'ai eu des questions sur le Reamer de 22BR, j'ai demandé à parler à Dave, puis j'ai expliqué ma situation, que je voulais monter une 22BR pour tirer des plombs de 95 grains ou des 88, parce que je balançais entre les deux. Puis là, il m'a sorti, puis j'y ai dit que je voulais un autre turn neck, que je voulais pas avoir à tourner mes necks. Puis il m'a carrément dit, ouais, ben là, il a regardé dans ses affaires, il dit, ce Reamer-là que j'ai fait pour tel gars, il a gagné 3-4 matchs avec, il a 124 de freeboard, il a 255 de neck. J'ai dit, c'est beau, envoie-moi ça. Puis là, à partir de là, j'avais déjà une maudite bonne base. C'est juste, si ce Reamer-là, il aurait pas fait l'affaire, il aurait pas été comme je voulais, ben à partir de là, j'aurais fait d'autres changements. Mais avant d'essayer d'inventer que la roue, tu regardes ce qui a été fait. Parce que si on regarde dans la plupart des 6 mm qui sortent en PRS, pour Tout le a monde... déjà été fait. C'est ça. Ouais. Pour le monde qui veut tirer uniquement du hybrid, c'est probablement un freeboard de 104 qui est le mieux. C'est ça que la plupart du monde recommande. Si tu veux tirer d'autres plombs comme du D-Tac, tu as besoin d'un freeboard plus long. Fait que c'est bien rare que la situation n'a pas été couverte par quelqu'un d'autre en quelque part. Fait qu'on on fait nos recherches avec les matériaux optimales qu'on veut rouler. Puis on est capable de trouver un print de Reamer puis dire c'est exactement une copie de ça que je veux. Puis oui, puis si tu vas, c'est sûr qu'il y en a moins ces forums québécois, mais si tu vas sur des forums comme Accurate Shooter ou Sniper's Eye, ils ont à peu près des posts sur chaque calibre où tous les gars ils disent toutes les spécifications de leur Reamer. Fait que quand tu lis un post de même puis tu te rends compte qu'il y a admettons, pour un calibre comme 6 BRA, 90% du monde tire un Reamer aux spécifications d'Alex Wheeler avec 104 de, tu sais, tu te rends compte, ça va marcher. Ouais, parce que les gars, ils postent aussi tout leur groupe de un quart de MOA avec avec les specs du Reamer, puis ils mettent leurs recettes, là, fait que... Tu sais, une autre chose qui m'est arrivée, c'est quand on a commencé en 6 Creedmoor, parce que j'étais bien de bonheur en 6 mm Creedmoor, moi. Puis le Reamer qui était disponible au début, quand j'avais appelé Dave Kiff, il m'avait dit, je vais t'envoyer les mêmes spécifications que j'envoie chez Gap. Gap, qui était la compagnie qui avait mis la 6 Creedmoor sur la map. Fait qu'il m'a envoyé ce Reamer-là. J'ai chambré mes 2 premières carabines avec ça. Puis en la tirant pendant un an, moi je tirais du hybrid, justement. Je me suis rendu compte que le freeboard qui menait, qui était dans le fond, qui était le freeboard Sammy, qui était beaucoup plus axé à tirer les plombs Hornady qui ont bien plus de bearing surface que de surface de contact. Fait que le freeboard était trop long. Le freeboard était trop long. Fait que j'ai pris ce Reamer-là, je l'ai renvoyé à Dave. J'ai dit, coupe-moi le Reamer. J'avais fait enlever comme 33 millièmes dessus. Puis, fait qu'il fonctionnait encore avec les D-Tac, mais là, il était rendu qu'il fonctionnait beaucoup mieux avec les burgers. Fait que c'est ça. Mon processus dans ce temps-là, c'est que on a pris quelque chose qu'on sait qui marche, puis quand on a vu qu'il fitait pas exactement ce que j'avais de besoin, parce que je tirais peut-être pas nécessairement le même plomb que le gars qui avait, mais je l'ai fait tweaker. OK. Ben, c'est super intéressant. Puis tu sais, ça l'emmène la question, puis tu sais, aujourd'hui, on se l'est fait poser beaucoup parce que, bon, on tire un calibre qui est quand même peu commun, le 22BR. Aujourd'hui, je l'avais pas, mais toi, tu l'as quand même roulé. Tu sais, comment t'es arrivé, parce que j'ai adopté la 22BR après toi. T'sais, quand tu m'en as parlé la première fois, j'étais bien excité, mais je change pas mon calibre pour changer de calibre. T'sais, je roulais avec la 6 Creed, puis j'étais bien heureux avec ça. Mais quand tu m'en as parlé, j'ai dit, pour moi, ça fait beaucoup de logique, parce que c'est juste... Je voulais pas aller d'une 6 Creed à une 6BR parce qu'il y avait une certaine perte balistique. Honnêtement, maintenant, je ferais le move parce que j'en vois beaucoup on de le sait, 6BR, mais il y avait une perte balistique, puis à l'époque, on était très axé sur la vitesse puis la balistique qu'on sortait. Fait que je voulais pas.
Mais la 22 BR, on réduisait le bore, on réduisait la grosseur de la douille, puis fait qu'on se ramassait avec un calibre qui donnait la même performance qu'une 6 Creed, avec moins de poudre, c'est ça qui était le plus intéressant, puis une meilleure durée de vie de canon. T'sais, moi, c'était ça qui m'avait bien allumé. Ouais. Mais tu sais, mais je te faisais pas tant confiance. Ben, pas que je te faisais pas confiance, mais un nouveau calibre, un peu Wildcat, un peu fancy. Moi, j'étais comme, laissons Paul chambrer un ou deux canons de même, les rouler pendant un an ou deux. Pis si ça y pète pas d'en face, je vais faire chambrer le canon à ma blonde de même. Ouais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. T'sais, après une année que je t'ai regardé, j'étais comme, OK, ça avait du sens. Je vais faire chambrer le canon Emily, parce qu'elle, on lui a montré une ultra légère. Fait que son gun fait comme 10 livres. 12 livres. 11-12 livres, en tout cas. Ouais. T'sais, fait que, comme trop légère pour mettre une Creed dessus. Puis, tu sais, pour bien gérer le recul. Puis aussi, faut admettre que par ce temps-là, le PRS avait changé. Il y a plus, tu sais, tout le monde s'en allait aux petites caisses, là, aux petites douilles. Tout le monde ralentissait vers. C'était la Dasher qui devenait la reine là, à ce moment-là, effectivement. Mais c'est ça. Puis puis j'ai fait chambrer ma blonde une année après toi. Puis je veux dire, c'est moi qui faisait son développement de l'autre, puis qui vérifiait son zéro. Fait que j'ai tiré pas mal avec sa 22 BR. Puis elle l'utilisait en compétition un peu. Puis une autre année après que, tu sais, Emeline, ma copine, ça allait super bien, sa 22 BR. Paul, ça fait 2 ans, ça va super bien, sa 22 BR. Là, j'ai jumpé, je l'ai fait. Puis je veux dire, depuis, je sais plus combien de canons que je suis rendu. Je pense que mes trois customs ont au moins chacun plus qu'un canon de 22 BR de chambré pour, tu sais. Sans compter ceux qui sont sur la tablette qui s'en viennent. Ouais, puis c'est aussi ça que c'est ça. C'est aussi ça qui sont chez toi pour être chambrés encore, tu sais. Fait que j'en ai, puis je sais, c'est ça. On fait rentrer les boulets par shot de 5-6 000 pour 22 BR, tu sais. Puis je me dis, puis on en parlera après, tu sais, le pourquoi, des fois, je me dis que je recommanderais pas nécessairement la 22 BR à d'autres, mais tu sais, pour l'instant, j'étais encore, tu sais, moi, je vais rester là-dessus pour un bon bout. Mais comment t'es venu avec l'idée 22 BR? Tu sais, le monde allait vers du Dasher, le monde allait vers du 6 BR. Tu sais, c'est sorti d'où? Parce que c'était pas populaire. Puis même encore maintenant, tu sais, on en a pas beaucoup de monde qui roule ça. Fait que tu sais, t'as sorti ça d'où, là, à la base? C'est une histoire de canon. Puis, en fait, c'est pas une histoire de canon, c'est l'histoire du Sierra Match King 95 grains. Quand Sierra, ils ont annoncé le Match King 95 grains, puis que j'ai vu le BC que ce plomb-là il y avait, on s'est tout excité parce qu'on pensait mettre ça dans une 22 Creedmoor, tirer ça à 3100 pieds secondes, puis qui aurait donné des balistiques de l'enfer. Sauf que ça m'a... Puis, quand ils ont annoncé ce plomb-là, ils ont annoncé aussi que ça prenait un twist de 6.5, un twist vraiment rapide pour les stabiliser. Quand j'ai décidé que je voulais l'essayer, on a commandé des canons Bartline avec un gain twist, avec un twist progressif qui commençait à 1 en 7 puis qui finissait en 1 en 6 et quart. Fait que le canon, pour moi, l'expérience de la 22 BR, ça a tout le temps été basé ou centré sur le plomb Sierra 95 grains. Quand c'est venu, j'ai eu le canon, mais ça m'a pris à peu près 2 ans avant d'éventuellement le chambrer. Par le temps que j'ai venu le temps de le chambrer, comme je l'ai dit, la game avait changé, puis la plupart du monde était rendu avec de la petite douille BR. Puis, comme le canon m'avait coûté assez cher, j'ai décidé que ça me tentait pas de le brûler en 1000 balles avec une 22 Creedmoor si ça marchait. Fait que ça a été mon excuse pour m'en aller dans les petites douilles BR, mais sans aller en 6 BR ou 6 BRA ou Dasher comme tout le reste du monde faisait. Quand tu regardes la balistique, comme je disais, je suis allé sur Sniper's Eye pour voir, il y avait un post sur la 22 BR. Puis quand j'ai commencé à voir les performances que le monde avait, je me suis dit que c'était pour me donner les performances supérieures que ce que je tirais avec ma 6 mm Creedmoor, puis une meilleure durée de vie. Fait que j'ai dit, on va faire l'expérience.
Puis ça s'est donné que j'ai été capable de trouver des die de reloading très facilement. Fait que ça a pas pris de temps que mon canon t'a chambré en 22 BR, puis je roulais avec ça. Ouais. Moi, en compétition, j'ai quasiment juste tiré du 95 grains avec. Là. Ouais, parce que t'as été chanceux, puis t'en as eu assez Je pour... t'en ai volé. Tu m'en as... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais, ouais. Parce que les Sierra, tu sais, de la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils fabriquent une grosse batch de boulets, ils distribuent partout, puis là, tu sais, ils changent les dies sur leur machine, puis là, ils commencent à faire d'autres, puis... Tu sais, je sais pas combien ils ont de machines, etc. Fait que c'est juste que les 95 grains, ils ont arrêté de les faire pendant peut-être 2 ans. Puis probablement, tu sais, qu'il y avait pas assez de monde qui en vendait pas assez à cette époque-là. Mais pendant 2 ans d'arrêt de fabrication, tu sais, ça a écoulé assez rapidement ce qu'il y avait sur les tablettes. Puis, en tout cas, tu sais, moi, j'ai vécu cette pénurie-là. Fait que j'ai été obligé d'arrêter de tirer les 95 grains. Puis à un moment donné, quand je les ai trouvés, j'ai texté mon bon ami Paul, puis Paul, il a commandé tout ce qu'il y avait. Ou en tout cas, à la moitié au moins. J'étais sûr que tu avais commandé avant moi. Ouais, fait qu'il a vidé les tablettes, puis j'étais comme, hey, tu sais, je voulais m'en commander, je me souviens plus, il y en avait combien, genre 5000. Là, moi, je voulais les commander, mettons, 3000. J'avais dit à Paul, il en a commandé 3000, il en reste juste 2000. Mais c'était moins que ça. Je pense que j'ai juste réussi à en moi, j'en ai avoir commandé comme, 1500, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais eu 500. Je pense qu'il y en avait 2000 au magasin. J'étais comme, ah, OK, là, c'est correct. Mais, puis, tu sais, je veux dire, on savait qu'il y avait une pénurie. Fait que j'ai pas. Il m'en reste encore, je pense, ça, 500 chez nous, tu sais. Parce qu'on savait qu'il y avait une pénurie. Puis moi, je veux dire, tu sais, 500 boulets, ça passe assez vite. Fait que je me suis retourné de bord, puis j'ai commencé à tirer les 88 grains LD match avec des résultats mitigés. Ils groupent super bien, sont hyper. Tu sais, je les adore. Ils sont faciles à développer. Puis le problème que j'ai, c'est que j'explose les boulets avec les twists hyper rapides faits pour les 95 grains. Fait que j'explose après un boulet sur 100. Puis au moins, c'est pas plus. Ouais. Mais tu sais, à chaque match, ou presque, j'ai un boulet qui disparaît dans les airs. Fait que tu sais, c'est un peu achalant. Ben, c'est aussi pour ça on a changé. T'as un canon qui est rendu twisté pour ces plombs-là. Ouais, j'ai pris un canon avec un twist de 7 qui est beaucoup plus lent. Puis là, celui-là, il y a pas. Tu sais, je suis rendu à 1000 coups, puis lui, j'ai pas encore explosé de boulet avec. Fait que c'était quand même ça l'idée, mais balistiquement parlant, il est beaucoup moins intéressant que le 95 grains. Oui, tu sais, c'est ça. Tu m'as demandé pourquoi le 22 BR. Mais l'autre côté que le monde se rende pas compte, c'est qu'au niveau balistique, quand tu loads le 22 BR, si tu loads le 22 BR comme Yannick le fait avec un plomb de 88 grains, balistiquement, t'es déjà supérieur à n'importe quel 6 mm BR, BRA, BRX ou Dasher. Ben, Dasher, je serais pas. Ben, ça dépend de la vitesse que les gars de Dasher roulent. Ouais. Parce que s'ils rouleraient un D-Tag dans leur Dasher, basiquement, ils seraient bien au-dessus de moi. Mais ils vont brûler leur canon à vitesse d'une Creedmoor. Ils vont brûler leur canon beaucoup plus vite. C'est ça. Mais, balistiquement, le 88 grains, il est correct, mais il se compare même pas de proche au 95 grains. Non. Puis je pense, moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est meilleur que des hybrides en 6, puis etc. Pour en voir plusieurs. S'il est balistiquement un peu mieux, c'est pas une grosse différence. Moi, je le mets edge to edge avec tirer un hybride, un 105 hybride. Pour moi, ils ont le même BC. Fait que pour moi, le seul avantage que je donnerais au hybride, c'est que j'aime mieux les burgers que les Hornady. Puis ça, c'est personnel. Là, Ouais, mais on le voit quand même sur les targets, puis en termes de consistance, là, c'est plus. Ouais, c'est pas plus constant. J'ai rien à chialer. Je veux dire, moi, ils me servent bien, mais. Oui. Non, mais c'est pas comme le 95 que quasiment à toute fois que tu groupes, ils te garochent les 5 balles dans le même trou. Les là, Sierra 95 grains, c'est le boulet de Dieu pour tout ce qui est calibre 2.2, là, 2.2.4. Ah ouais. Il était facile à tuner, il performait, le BC était écœurant, les groupes étaient rarement mauvais. Ouais. Fait non, pour vrai, tu sais, c'était. Puis là, on commence à en voir aussi, mais tu sais, c'est très niché. C'est niché, mais il y a pas reste beaucoup de gens qui tirent du 22, tu sais, versus, mettons, des 115, tu sais, des D-Tac, des 6 mm, des 105 hybrides, des 110 de Sierra, tu sais,
il y a un marché immense pour ces boulets-là. Les 100 litres de Hornady, le monde achète ça en grosse boîte d'une coupe de... Alors que les 95 grains, ben, il n'y a pas un aussi gros... il n'y a pas autant de personnes qui l'utilisent et qui l'optimisent. Fait que c'est sûr que il y en a moins fabriqué, mais là, il y en a disponible. Fait qu'on va en profiter pour se remplir. Question pour toi pour le 22 BR. Oui. Est-ce que tu le recommanderais à un tireur? Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un d'autre qui débarquerait et qui dit je sais pas quel calibre je veux rouler? Non. C'est quoi qui est populaire? Puis... J'ai même eu de la misère quand tu m'as demandé d'en faire un aussi rapidement. J'aurais aimé avoir le temps de toaster un canon complètement avant d'en faire pour d'autres. Ouais. Puis c'est un peu la même réponse que j'avais quand le monde me parlait de Vendor Creedmoor. Là, Vendor Creedmoor est rendu de compagnie, mais moi, j'en tire depuis 5-6 ans, puis dans les premiers temps, je voulais pas monter une carabine de même à quelqu'un qui savait pas dans quoi il s'embarquait, puis que ça pouvait éventuellement causer des problèmes. Moi, j'en ai pas, mais je gagne ma vie avec ça, mais quelqu'un qui commence juste... Puis il se retrouvait avec un Wildcat, puis... exploser des boulets parce que c'est trop vite. C'est ça. C'est toutes des choses qui sont pas... Qui peuvent arriver. Oui. Qui peuvent arriver. Tandis que si je recommande une 6 BR à quelqu'un, c'est garanti qu'il va avoir 3000 balles de aucun problème. Il va probablement tirer la même load pendant 3000 balles, pas d'ajustement. Puis, fait que c'est à ce niveau-là, d'un point de vue de commercial, il y a des affaires que je vais faire pour moi comme expérimentation, mais que je recommande pas vraiment nécessairement à un tireur. Tu le recommandais pas, tu l'aurais pas, tu t'aurais pas recommandé à, mettons, moi à l'époque. Mais bon, je t'ai pas vraiment donné le choix, je le voulais vraiment pour mon style d'essayer. Oui, mais t'étais déjà rendu à un niveau que je savais que tu faisais un choix. Je reloadais beaucoup, puis je connaissais mon reload ces choses-là. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui reload pas le 22 BR, c'est plus tricky qu'une 6 BR de loin, puis c'est sûr que c'est plus tricky qu'une 6 Creedmoor, parce que la 6 Creed est très connue. Tu trouves tous les problèmes qui ont existé avec la 6 Creed, en le googlant, tu es capable de le trouver. Avec une 22 BR, nos problèmes de bang, tu le trouves pas à la première page de Sniper Hide. Là. Non. Fait que ça, tu sais, à l'époque, là, je sais pas, 3 ans, à peu près le premier. Puis maintenant, je veux dire que c'est quand même, on a plusieurs canons de brûlés de ce calibre-là. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un, mettons, de la clinique d'aujourd'hui, là, les gars, non, parce qu'il reste que la plupart du monde dans la clinique d'aujourd'hui sont pas rendus au niveau qui verrait une différence. Ils ont beaucoup plus à apprendre. Puis de t'en aller dans un calibre qui peut causer des troubles, c'est quelque chose, surtout quand tu recommandes ça à quelqu'un qui investit peut-être 7-8 000 piastres la première fois dans une carabine custom, tu veux pas l'envoyer dans quelque chose d'hyper spécialisé. Tandis que si je l'envoie en BRA ou en tu sais, s'il veut quelque chose d'exotique, je vais l'envoyer dans une BRA. Puis je sais que même en faisant son fireforming, il va avoir une carabine qui va grouper en dedans d'un demi-pouce. Il va être heureux, tout de suite en partant, là, pas de cassage de tête. Puis avec le 22 BR, on est quand même si la BR, c'est un case qui est extrêmement petit, on approche d'être overbore, on approche d'une performance de calibre Magnum, parce qu'on tire le plomb le plus pesant dans sa catégorie, dans le calibre 22, puis on est quand même juste en dessous de 3000 pieds secondes. Puis normalement, historiquement, la différence entre les Magnum puis un calibre standard, c'était juste 200 ou 300 pieds secondes. Puis la plupart des calibres, quand tu tombais au-dessus de 3000, c'était considéré un calibre Magnum. Ouais. Fait que, c'est super intéressant. Tu vois, je m'attendais à ce que tu dises que tu le recommandes. J'aurais pensé que c'était un calibre que justement, tu t'aurais comme encouragé le monde. Mais, puis tu vois, je voulais me faire l'avocat du diable. Finalement, ça marche vraiment pas parce que je suis à la même place que toi, tu sais, honnêtement. Il y en a plusieurs qui me jasent parce que, bon, tu sais, je disais 22 BR, c'est pas super fréquent. Qu'est-ce que tu tires? Blablabla. Ouais, c'est intéressant, j'y avais pas pensé. Je suis comme, ben, tu y avais pas pensé, c'est peut-être mieux que tu arrêtes d'y penser parce que, comme j'ai dit, on est dépendant. Si on veut être balistiquement
efficace, on est dépendant d'un seul plomb, les 95 grains Sierra. Ouais. Si on veut le top de cette Ouais. performance-là. Puis les 88 grains pour les rouler, c'est décevant. T'sais, honnêtement, pour avoir tiré les 95 grains, puis là, les 88 grains, la performance est décevante. Elle est suffisante pour moi. T'sais, elle me rend super heureux parce que j'arrive à le gérer, mais dans le vent, tu le vois que c'est pas un coefficient balistique qui est hyper élevé, puis que c'est un boulet léger. Fait que, tu sais, dans mon livre à moi, le 22BR tourne autour du 95 grains, puis là, moi, j'ai des solutions de rechange pour continuer à tirer qui me rendent quand même heureux, puis j'aime beaucoup le calibre quand même, mais tu sais, c'est comme savoir que tu pourrais rouler à 400 avec mettons à 300 avec ta Ferrari, mais que tu y as installé un speed limiter à 90. Ouais, que tu vas Fait que mettre. t'es plus lent t'es plus lent que tes amis. Tu vas mettre du Ou 87 d'octane dedans au lieu de mettre du fuel de race. C'est pas, exact. Fait que c'est pas, fait que de un, cette dépendance-là, c'est un no-go. De deux, Ouais. bon, il y a eu beaucoup de choses en reload de 22BR, que, ben, pas nécessairement qu'on s'attendait pas, mais qui ont été plus tricky que ce que je m'attendais. Il y en a certains qui ont causé quelques petits problèmes à gauche puis à droite. Fait que, tu sais, je pense que notre apprentissage du calibre est quand même terminé, mais on a eu des problèmes en cours de route qui n'existent pas dans les mondes de la 22BR ou maintenant, tu sais, des dashers parce que sont rendus hyper connus, puis tout existe, puis tout a été réglé. Je recommanderais jamais une dasher. Je recommanderais beaucoup plus une BRO ou une BR parce que il y a une simplicité si t'es pas capable de trouver des douilles de dasher, de les faire, que une dasher, t'as des steps de plus pour être capable de firefarmer. Ouais. Puis, quand c'est le temps, au niveau professionnel, de recommander quelque chose à quelqu'un qui va dépenser de la grosse argent, faut pas que tu y ailles avec le flash, faut que tu ailles avec quelque chose qui va livrer de la performance pendant longtemps, puis qui va être satisfait de ce qu'il y a. Ouais. Mais moi aussi, les gars qui me demandent justement, ils veulent la 22BR, pis tout, moi, pour vrai, je leur dis, c'est pas une bonne, Non. c'est pas une bonne idée. Si tu reloads depuis beaucoup d'années puis tu es vraiment confortable avec tes affaires puis tu veux absolument y aller, fine, c'est correct. Je pense que là, tu es peut-être prêt pour faire de la 22BR, mais tu es quelqu'un qui commence ou même du intermédiaire avancé, si pour moi c'était à refaire, je le referais pas parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour le faire rouler. Puis balistiquement parlant, je trouve qu'en ce moment, en tout cas avec les 80 grains, j'ai aucun avantage. Puis là, bon, les 95 grains vont revenir. En tout cas, ils sont en train de revenir. D'autres gain twists de près. Mais tu sais, depuis, j'ai changé les canons pour des twists plus lents pour pouvoir m'accommoder sur les boulets que j'ai changés parce que j'avais pas de... Fait que tu sais, j'ai comme downgradé toutes mes choses pour pouvoir continuer à rouler le calibre. Puis je me dis, avoir su tout ça depuis le début, ben j'aurais pris probablement une 6BR directement parce que honnêtement, mes 88 grains basiquement puis speed, je trouve que je suis beaucoup, beaucoup plus proche d'une 6BR que de à peu près n'importe quelle autre chose. Ouais. C'est correct parce que j'ai presque pas de recul, mais les gars de 6BR, puis je dis j'en tire, je sais avec beaucoup de gars qui tirent de la 6BR, on a à peu près le même recoil. T'sais, j'en ai un peu moins, mais ça se voit pas sur une ligne de tir, honnêtement. Fait que, t'sais, moi, ça serait comme ça mon move en ce moment. Puis, bon, là, tu sais, je suis pris dans l'engrenage tellement loin dans 22BR. J'ai genre 1500 douilles déjà neck et down, puis toutes prêtes, qui ont déjà tiré je sais pas combien de fois. J'ai encore des centaines et des centaines de boulets. Oui, puis t'as quand même le luxe, tu tires assez, puis qu'on travaille ensemble dessus. Tu sais, quelqu'un qui est pas nécessairement chum avec l'armurier qui va y faire son ouvrage, puis qui est obligé de faire de l'expérimentation, puis de payer full price à chaque étape. À chaque fois que... C'est pour ça que je suis beaucoup plus enclin à recommander un canon de 6BR ou BRA ou quelque chose que je sais que il va en avoir pour son argent, puis il n'y aura pas de fignolage à faire. Non, ça fait pas mal de sens. Écoute, toutes ces histoires-là. On est rendu à 1h20 d'enregistrer. Fait que, mais je pense que c'était rendu bien intéressant la tournure que ça l'a pris. Mais
je sais pas s'il y a d'autres choses, un mot de la fin que tu veux rajouter sur. On a quand même couvert pas mal de sujets différents. Ouais, on a ping-pongé un bord de. Ouais, mais c'est J'avais correct, dit, ça on le passe rend- d'être ça le dans rend- des tangentes souvent Ouais. nous autres, quand on Ben, jase. on s'en doutait, puis je pense que ça a rendu quand même la discussion intéressante. Puis on a parlé justement Ouais. de l'armurerie de base, on a bifurqué sur ben, en fait, on a commencé avec l'enseignement, armurerie, puis bon, Reamer, puis une couple d'autres affaires entre deux, puis on finit avec la 22 bières. On a Ouais. quand même couvert pas mal de sujets, puis Mm-hmm. quand même large. Fait que je sais pas si c'est un mot de la fin, mais moi je me sens bien à l'aise de. Non, moi, ça a été très intéressant, puis j'ai l'impression qu'on va en faire d'autres, parce que quand on est ensemble, moi, puis toi, si on se met à On en parler a. de guns, c'est sûr il va en sortir une coupe qui risque d'être intéressante dedans, là, parce que on est tous les deux maniaques de ça, puis gars, j'ai passé ma vie, j'étais encore un petit gars parce que j'ai passé ma vie à m'amuser avec des guns, moi. Ouais. Non, c'est sûr. C'est une belle, tu sais, c'est une passion, t'es passionné, tu sais, puis ça Ouais. se voit, puis c'est le fun à comme partir là-dessus, là. Ça c'est clair. Fait que, Cool. alright, écoute, fait que, bonne soirée ou peu importe quand vous écoutez le podcast, bonne continuité de route probablement, puis à la prochaine, au prochain épisode. Cool. Bye bye. Bye tout le monde.